Strasbourg, voilà une ville qui devrait attirer bien du monde. Comme vous le savez, c'est la capitale de l'Europe, siège du Parlement européen et du Conseil de l'Europe. Mais si elle a l'ampleur et l'atmosphère d'une capitale, elle n'en a pas la démesure. C'est une ville d'avant-garde. Son tramway a réussi le pari de l'esthétique et de la protection de l'environnement. Au cœur de l'Alsace, Strasbourg se doit de montrer l'exemple en matière de gastronomie. Foie gras, vin d'Alsace, chocolat et eau-de-vie attirent les fines gueules du monde entier. En 12 avant Jésus-Christ, le village de chasseurs et de pêcheurs qui côtoie le camp militaire romain d'Argentoratum devient rapidement une cité prospère en même temps qu'un carrefour entre les peuples. Stratburgum, la ville des routes. Cette position vaudra à Strasbourg de servir de cible ou de passage à toutes les invasions d'outre-Rhin et d'être maintes fois détruite, brûlée, pillée et reconstruite. Sur l'emplacement d'un temple d'Hercule, le chantier de la cathédrale débute en 1015 selon le style roman. L'art gothique, nouveau venu en Alsace, influencera ensuite les architectes. En 1365, les tours à peine terminées, on les réunit entre elles jusqu'au niveau de la plateforme, puis la tour nord, seule et surélevée. Enfin, en 1439, Jean Hulst de Cologne prolonge cette tour par la célèbre flèche. La nef, commencée au XIIIe siècle, comprend 7 travées. Les vitraux des fenêtres hautes datent des XIIIe et XIVe siècles, ainsi que ceux des bas-côtés. Dans la nef, on pourra détailler la cinquantaine de statuettes mises en scène sur le corps hexagonal de la chaire, type parfait de gothique flamboyant, qui fut dessiné par Hans Hammer pour le prédicateur Geller de Kaseuberg. Œuvre du Strasbourgeois Schwilger, l'horloge astronomique constitue la grande curiosité populaire de la cathédrale. Le buffet de l'horloge actuelle fut construit en 1547 et peint vraisemblablement par Domich Thunmann, l'artiste le plus important de la seconde moitié du XVIe siècle dans nos régions du Rhin supérieur. Elle date de 1838. Les 7 jours de la semaine sont représentés par des chars que conduisent des divinités, apparaissant dans une ouverture au-dessus du cadran. Diane de lundi, puis Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et Apollon. À 12h30, un grand défilé se produit dans la niche, au sommet de l'horloge. Les apôtres passent devant le Christ en le saluant. Jésus les bénit, tandis que le coq, perché sur la tour de gauche, bat des ailes et lance 3 fois son cocorico en souvenir du reniement de Saint-Pierre. Au passage du 4e apôtre, le coq placé sur la tourelle extra-gauche bat 3 fois les ailes et chante pour la première fois. Apôtre Au passage du 8e apôtre, le coq chante pour la 2e fois. Il va pas bouger.
Le flanc droit offre les beautés du portail de l'horloge, le plus ancien de la cathédrale du XIIIe siècle. Il est composé de 2 portes romanes accolées. Entre les 2 portes, statue de Salomon appuyée sur un socle qui rappelle son fameux jugement. Dans le tympan de la porte de gauche se trouve l'admirable mort de la Vierge, dont le peintre Delacroix, mourant, se plaisait à contempler le moulage. La figurine que Jésus tient dans sa main gauche représente l'âme de Marie. On voit au-dessus des 2 portes le cadran extérieur de l'horloge astronomique. Les bords de l'eau. C'est le cardinal Armand de Rohan-Soubise, prince-évêque de Strasbourg en 1704, qui fit construire ce palais. Construit au XVIIIe siècle sur les plans de Robert de Cotte, premier architecte du roi, il présente au fond de la cour d'honneur une belle façade classique avec fronton central. L'église Saint-Nicolas où Schweitzer a été pasteur. France est un des coins les plus curieux et les mieux conservés du vieux Strasbourg, avec ses maisons qui se reflètent dans l'eau du canal. Au jour finissant, tout cet ensemble est d'un charme prenant.
Siège du Conseil de l'Europe, le Palais de l'Europe abrite le Comité des ministres, l'Assemblée parlementaire et le Secrétariat international. Les bâtiments sont l'œuvre de l'architecte français Henri Bernard. À l'intérieur, le palais, qui comprend notamment 1350 bureaux, possède l'hémicycle le plus vaste d'Europe. Nous sommes sur la place du marché au cochon de lait. Ça, c'est la maison des ponts couverts, ça s'appelle. Les ponts couverts sont une enfilade de 3 ponts enjambant les bras de l'île, gardés chacun par une tour carrée et massive, restent des anciens remparts du XIVe siècle et autrefois reliés par des ponts de bois couverts.
tourne. Nous sommes au mois de janvier, il y a encore des feuilles aux arbres. Il y a certaines qui sont même vertes. Nous sommes sur l'écluse, là. Et ça nous connaît les écluses maintenant. Un quartier un peu plus moderne de Strasbourg. Le premier calendrier de l'Avent fut imprimé en 1908 par Gérard Lang à Munich. L'idée venait de sa mère qui, pour tempérer l'impatience de son fils avant Noël, avait collé 24 biscuits sur un carton. Dès le 1er décembre, le bambin pouvait en manger un par jour. Bâtiment Renaissance construit en 1525 par la corporation des bouchers, Metzger, qui y tenait ses réunions à l'étage. La Metzig est typiquement alsacienne avec ses pignons à volutes, son double escalier, sa loggia surmontée d'un beffroi et l'élégant balcon de pierre qui ceinture le premier étage. On ne risque pas de mourir de soif à Aubernais. Route des vins oblige. En plus, c'est un peu le pays de l'accro. Les brasseries Cronenbourg y sont installées. L'Alsace est là tout entière, avec ses cigognes, ses vieilles maisons aux toits polychromes, ses petites rues fleuries, ses enseignes, ses remparts, son puits et la statue de Saint-Odile. En 778, Aubernais est connu sous le nom de Henniheim, du nom du ruisseau qui le traverse, l'Aisne. C'est la propriété du farouche Étichon, duc d'Alsace, père cruel de Saint-Odile. La place du marché est ornée en son centre d'une fontaine dédiée à Saint-Odile.
Attention, lieu mythique. Nous sommes sur le territoire de la sainte patronne de l'Alsace. Comme d'habitude, c'est un ordre religieux qui, pour se rapprocher du ciel, a investi un superbe emplacement au sommet du mont Saint-Odile. À plus de 750 mètres, les falaises de grès rose, couvertes de forêts, avancent au-dessus de la plaine d'Alsace. Un lame. Fin de Noël à Célestat, c'est la ville des sapins. L'apparition dans la brume matinale du château du Haut-Königsbourg est vraiment magique. Forteresse de 300 mètres de long, perchée à près de 800 mètres de haut, ce n'est ni un mirage ni une grande illusion, pour faire allusion au film que Jean Renoir y tourna en 1937. Beaucoup de pierres, beaucoup d'histoires et beaucoup d'histoires. L'éperon de grès sur lequel le château est accroché surveille toutes les routes menant vers la Lorraine ou traversant l'Alsace, celle du vin, celle du blé et du sel. Construit par les Hohenstaufen au XIIe siècle, après un passage aux mains de chevaliers brigands qui en avaient fait leur quartier général, le château est récupéré par les Habsbourg au XVe siècle. Puis, après quelques siècles d'abandon dû à des pillages et des incendies, il a été offert en 1899 par la ville de Sélestat à l'empereur Guillaume II, grand amateur de châteaux. Après la porte et le massif de la Herse, on atteint la basse-cour où se trouvent les bâtiments d'intendance nécessaires à l'autonomie du château en cas de siège, hôtellerie, écurie, forge et moulin. On accède par une rampe bordée de meurtrières au portail des Lions et au fossé séparant le logis du reste du château. Un puits fortifié, profond de 62 mètres, est construit en bordure de l'éperon rocheux sur lequel s'élève le logis. Au rez-de-chaussée de ce dernier se trouve le cellier côté ouest, les cuisines côté nord. Depuis la cour intérieure, 2 escaliers en colimaçon desservent les étages. Côté sud, 2 balcons décorés des représentations des 9 preux. Les appartements occupent les côtés sud et nord. À l'ouest se trouvent les grandes salles. La salle des fêtes, suivie de la chambre lorraine, enfin la salle d'armes.
À l'est, le donjon restauré dans ses niveaux supérieurs. Le mobilier et les armes 15 et 17e siècle ont été acquis au début du 20e siècle pour mettre en scène l'ambiance que l'on imaginait alors d'un château fort. Au XIe siècle, le seigneur Rimbaud est venu ici construire son château. Débordant d'imagination, il l'a appelé Rimbaud-Pierre, qui s'est simplifié en Ribaud-Pierre. Une puissante famille d'Alsace vient s'installer là et prend le château et le nom de Ribaud-Pierre. La ville qui petit à petit se développe autour du château s'appellera Ribeauvilliers à partir du XIIIe siècle. Les envahisseurs de tous les temps ont échoué devant Rigvir, sauf les touristes. Horde pacifiste, ils sont chaque année plus de 2 millions à franchir ces remparts. C'est parce que la ville est passée miraculeusement à travers toutes les guerres, toutes les destructions, que les ruelles, les murailles et les vieilles maisons ont conservé pratiquement intactes leur splendeur du XVIe siècle. À cette époque, c'était le Riesling qui lui assurait sa prospérité. C'est toujours lui qui attire les connaisseurs. Grand Prix d'Afrique du Sud 1971, Mario Andretti, menant de main de maître cette 312B, entame une belle remontée, prend la tête et remporte une nouvelle victoire pour Ferrari. Ce monstre de puissance, l'une des plus grosses cylindrées du musée, fut construite par deux frères. Équipée d'un compresseur, la 35B est une version plus puissante du fameux type 35. Fritz Schlumpf participa à de nombreuses courses de côte au volant de celle-ci. Ce véhicule est la reconstruction à partir d'un châssis de pièces mécaniques d'origine
d'une Royale qui existe toujours, mais dont le châssis a été recarrossé. Enfin, monsieur Bugatti, je ne sors jamais mes voitures la nuit. Nous sommes en 1932. Armand Esders passe la première commande pour une Royale. À défaut de monarque, c'est un baron du prêt-à-porter qui s'est laissé séduire. Esders demande une carrosserie pour le moins inattendue pour une auto aussi gigantesque, un roadster, c'est-à-dire une voiture ouverte à 2 places et sans capote. Et Thor charge son fils Jean, alors âgé de 23 ans, de s'attaquer à cette gageure. Jean et les dessinateurs de l'usine se mettent à la planche à dessin et ce qu'ils créent est de la vie générale sublime. Ce modèle est doté d'un système très original puisque chaque vitesse est commandée par une pédale séparée, 4 en tout, ce qui devait demander une certaine habileté au conducteur. 256 voitures produites en 1897, 603 en 1900, Benz est alors le premier constructeur mondial et a des agents aussi bien à Moscou, Singapour que Buenos Aires. Léon Bollée, le constructeur de cet engin, effectua le trajet Le Mans-Paris sur un tricycle identique en 7 heures seulement, soit une moyenne de 30 km/h. Fondée en 1893, la Daimler Motor Syndicate exploitait les brevets de Gottlieb Daimler, fabriquant des modèles similaires à ceux de Panhard et Levassor. Les archives de l'usine précisent que cette wagonnette 6 places fut vendue à M. Duval à Paris le 29 avril 1899 pour la somme de 9 890 francs. Léger, robuste et bon marché, ce modèle était aussi appelé populaire. Malgré ce surnom, il restait toutefois réservé aux classes sociales aisées. Le vis-à-vis présentait un inconvénient de taille. En effet, le chauffeur, pour peu qu'il transporte des passagers, pouvait difficilement voir la route. Ce modèle est une très belle illustration d'une carrosserie dite tonneau, où l'accès aux places arrière se fait par une porte centrale. Le pire ennemi de l'automobiliste était la poussière. En 1906, le docteur Guglielminetti imagina d'incorporer du goudron au macadam afin qu'il ne se désagrège plus. En 1903, Peugeot a rationalisé sa production et ne propose que 6 modèles différents. Celui-ci sera produit à 16 exemplaires seulement. Ce véhicule possède 2 carrosseries, l'une à vocation sportive et l'autre luxueuse, permettant ainsi à son propriétaire d'adapter sa voiture à la saison. Ces modèles haut de gamme faisaient le bonheur des têtes couronnées et de la haute société américaine. Ils inspirèrent même certains constructeurs américains. La firme Piccolo est l'une des pionnières des voitures à refroidissement par air en Allemagne. Rachetée en 1910, elle devient l'Apollo Werke. Ce véhicule était fabriqué par les cycles Peugeot. Sachant qu'en 1905 les routes étaient en terre, on ose imaginer l'aspect des automobilistes à l'arrivée. Ce véhicule, équipé en utilitaire, servait de voiture de liaison postale aux armées dans le régiment du général Mangin en 1914. Le nom de Bayard fut choisi en hommage au chevalier qui avait défendu au XVIe siècle la ville de Mézières, où était installée l'une des usines de la marque. La Silver Ghost se vit attribuer le titre de meilleure voiture du monde, ce qui exigeait bien quelques soins comme un chauffeur et un garage chauffé. L'Alphonse XIII doit son nom à l'intérêt que lui portait le roi espagnol. Celle-ci appartenait à Grande Seigne, premier aviateur à survoler Paris de nuit. Le type 19
est un prototype que Bugatti étudia dans le but d'en céder la licence à un autre constructeur. Ce sera Peugeot qui le produira sous le nom de Bébé. Cette zèbre, malgré sa petitesse, était capable d'effectuer de véritables voyages à une vitesse honorable et avec une consommation très faible. La série des quadrillettes, dont fait partie le type 161, fit fureur chez les vedettes du sport et du spectacle. Mistinguett apprit ainsi à conduire sur une quadrillette. Le petit châssis du type DH était rarement carrossé en limousine. Celle-ci offre toutefois espace et confort aux passagers. On remarquera les fenêtres souples. Le type 17 est une évolution plus spacieuse du type 13 pour une clientèle plus sportive. La carrosserie bateau de celui-ci est en acajou sur le modèle des canots. C'est à partir de ce châssis et de ce moteur, conçu par M. Barbaroux, qu'ont été développés entre 1924 et 1925 les versions sport et compétition qui atteignirent les 150 km/h. Après 1918, l'activité poids lourd de la firme lyonnaise ne cessa d'augmenter et la production automobile cessa complètement après 1945. Ce cycle-car se démarre à l'aide d'un kick, vestige sans doute de l'activité initiale de cette firme mâconnaise qui produisait des motocyclettes. Jusqu'en 1945, la Belgique comptait de nombreuses marques, certaines étant très réputées. Minerva était ainsi la rivale des Panhard et Levassor et des voisins. Ce type 38 fut entièrement reconstruit, selon ses goûts personnels, par l'un de ses propriétaires, l'américain M. Shaw, qui en raccourcit notablement le châssis. En 1928 sort une version plus puissante de la SS, la SSK, Super Sport Kurz, uniquement carrossée en 2 places. Elle va s'illustrer en compétition. Le type 40 sorti en 1926. Cette voiture de tourisme, qui reprenait le moteur du type 37, remporta un franc succès et fut produite à 790 exemplaires. Bugatti s'installa à Molsheim, près de Strasbourg, en 1910. Durant l'entre-deux-guerres, l'usine faisait vivre directement ou indirectement presque tout le village. De 1925 à 1927, le type 35 et ses dérivés dominèrent le sport automobile. À leur volant, les pilotes Bugatti remportèrent pas moins de 1851 victoires. Malgré son prix élevé et son confort tout relatif, la 43 se vendit très bien. Celle-ci, aux formes d'inspiration américaine, a appartenu au roi Léopold de Belgique. S'inspirant de la glorieuse 8C de course, Alfa Romeo construisit ses modèles dérivés pour une clientèle d'élite. La carrosserie est dite Superleggera. Le type 49 fut produit à 470 exemplaires
entre 1930 et 1934. Il céda alors la place à une nouvelle génération de Bugatti, le type 57. La production des 57 SC cessa en 1938. Malgré son prix de vente élevé, ce modèle produit en très petite série n'était absolument pas rentable. La ressemblance de cette voiture avec la célèbre coccinelle ne doit rien au hasard, puisque toutes deux ont été dessinées par Ferdinand Porsche. Cette berline est l'œuvre de Chaperon, un nom familier puisqu'il a beaucoup travaillé pour l'Élysée plus tard et a carrossé notamment les DS et SM présidentielles. La révolutionnaire 7A tranchait de la production du moment, aussi bien techniquement, traction avant, caisse autoporteuse, qu'esthétiquement. L'originalité de cette voiture, présentée au salon de 1937, résidait dans son plan chair cadre soudé à la carrosserie, constituant ainsi la première coque autoporteuse à roues indépendantes fabriquée à Billancourt. En réponse à la traction avant, Renault présentant en 1935 la Celta 4. Moins chère, elle restait très classique mais remporta néanmoins un beau succès. À côté, nous avons une Peugeot. Cette voiture date des années 35-45. Avec la baleine, Arzance conciliait ses deux passions, l'art et l'automobile. Il transportait son matériel dans le vaste coffre et utilisait l'habitacle comme atelier. L'exceptionnel coefficient de pénétration dans l'air de ce prototype lui permettait de ne consommer que 3,5 litres au 100. Un projecteur central remplaçait les phares. Tout ça sont encore des Bugatti, là. 1952, 1950. En 1946, la production automobile de Ford France redémarra à Poissy avec la Vedette qui connut un beau succès grâce à sa ligne américaine. À côté à droite de la Vedette, c'est une Hotchkiss de 1953. La X86. Bon. Une 4 chevaux. Une Dodoche de 1954. Et une Trabant. 403 Peugeot 1958. Là c'est une Panhard bien sûr. 1964. Et la fameuse DS et la SM. Jaguar type E 1966. Aussi une Ferrari 1964, une coupée 250 GT. Ferrari bleue, alors ça, c'est plus rare. Ce véhicule solaire a été conçu par 9 étudiants ingénieurs de l'ENSEE de Strasbourg dans le cadre de leur étude en génie mécanique. Facel Vega, fondé par Jean Daninos, frère de l'écrivain Pierre Daninos, avait pour ambition de produire des automobiles alliant confort et puissance. En 1986, René Medge remporta le Paris-Dakar avec cette Porsche 959 à 2 turbos et 4 roues motrices.
voitures de course. Louis Delage croyait aux vertus de la compétition comme source de progrès technique. Ces voitures s'illustreront dans presque tous les types d'épreuves. Ce tank, à la forme révolutionnaire, fut engagé au Grand Prix de Tours en 1923. Il fut plus tard chronométré à 189 km/h à la journée des records à Arpajon. Les Bugatti Type 35 de 1925. Ça roulait quand même à 190 km/h à l'époque. Et là en face, ce sont aussi des petits Bugatti. Des Type 35 aussi, entre autres. Type 51, la Bugatti Type 51, 1931. On voit à 230 km/h. Talbot, c'est celle qui se trouve devant en bleu, et la Maserati, celle de derrière, je pense. Beau palmarès pour cette petite Gordini, avec notamment une impressionnante série de records, dont celui des 48 heures à 109 km/h de moyenne. C'est une Ferrari. Et ensuite, juste à ma droite, là, ici, là, deux Maserati. 1957-58. Lotus. Maintenant des Formule 1 et des plus récentes. C'est une Porsche de 1988. 360 km/h. Cette monoplace bénéficie du turbocompresseur spécialement mis au point par Renault en 1977. C'est une Porsche de 1968. Cette barquette à turbocompresseur a remporté les 24 heures du Mans en 1981 avec Jackie Hicks et Derek Bell à 201 km/h de moyenne. C'est le fameux quadricycle là, que vous avez vu tout à l'heure. Cette luxueuse 40 chevaux pouvait rivaliser avec les Rolls-Royce ou Hispano-Suiza. Cependant, Renault ne parvint pas à s'imposer dans ce créneau. Les Farman alliaient technique de pointe et qualité des finitions. Leur douceur de conduite méritait bien le slogan « Une voiture roule, une Farman glisse ». Cette J12 appartenait à l'acteur Henri Gara. La peinture 2 tons fut effectuée plus tard sur demande des frères Schlumpf, les fondateurs de la collection. La K6, présentée en 1934, ne fut fabriquée qu'à environ 200 exemplaires avant que le constructeur ne stoppe sa production automobile. La 8A est le modèle le plus connu du constructeur milanais. Son châssis fut habillé par les plus grands carrossiers. Ce modèle est l'œuvre de Landsfield. La 57 était surnommée la voiture de Monsieur Jean, car elle devait beaucoup à ses idées, même si Ettore l'empêcha de les mettre toutes à exécution. Ces puissantes voitures représentaient le nec plus ultra de la grosse voiture de luxe. Celle-ci appartenait à Pierre Michelin, qui affectionnait les capots bleu clair.
Cette voiture est le châssis prototype de la série des Royales. Sa carrosserie fut dessinée par Jean, alors âgé de 20 ans. C'était la voiture personnelle d'Ettore. Cette voiture a appartenu, entre autres, à l'américain Shakespeare, qui effectua à son bord plusieurs traversées des États-Unis, du nord au sud, sans ennui. Ce rare exemplaire d'une 8 litres fut produit en petite série à l'usine de Cricklewood. C'est le dernier modèle sorti avant la fusion avec Rolls-Royce. La carrosserie du 13e châssis peint en gris métallisé et équipée d'accessoires plaqués argent fut surnommée Silver Ghost, fantôme d'argent. Un nom attribué ensuite à tous les modèles de la gamme. Ce splendide modèle illustre bien la qualité des Maybach, dont le raffinement allait jusqu'à proposer un chauffage destiné aux pieds des passagers arrière. Là, c'est tout un alignement de Rolls. Baptisée The Flying Lady, la femme volante ou The Spirit of Ecstasy, l'esprit de l'extase, cette mascotte est l'œuvre du sculpteur Charles Seek. Le point faible des 57 était leur frein capricieux. Mais ne prête-t-on pas à Ettore ses propos? Une Bugatti est faite pour rouler et non pour freiner. Là, c'est la même, une autre couleur. C'est encore une coupée 575, encore, 1937. Le magnifique design de ce roadster est l'œuvre de Jean Bugatti, qui créa ainsi l'une des plus belles voitures de sport de tous les temps. La même d'une autre couleur. Ce type 40 faisait partie d'un lot de 30 Bugatti que Fritz Schlumpf parvint à acheter au collectionneur américain John Shakespeare après de multiples négociations. Cette 55 a voyagé des deux côtés de l'Atlantique aux mains de nombreux propriétaires. Malgré cela, elle a eu de la chance de rester dans un parfait état d'origine. Cette voisin offrait à l'acheteur des innovations originales. Transmission à rôle électromagnétique, utilisation quasi générale de la tôle d'aluminium, etc. Cette 135M quitta la France en 1951 pour un voyage de noces. Sa propriétaire, restée aux USA, en fit don au musée en 1986 et utilisa à cette occasion le billet retour acheté en 1951. La mécanique de la J12 bénéficiait de l'expérience aéronautique du constructeur. Elle était sans doute l'une des voitures de luxe les plus rapides du monde. Un moteur de 12 cylindres en V. Apparemment. La 540K était équipée d'un compresseur, système que le conducteur devait utiliser avec précaution sous peine de se voir propulsé brutalement en avant.
cases de diamètre de chaque côté. Une éclatée de locomotive. Nous sommes sous une locomotive. Celui-là. C'était Volkswagen, compartiment 3e classe. Et là, il y a eu un nom de Micheline. Qui a été utilisé par René Coty, ensuite beaucoup par De Gaulle. C'est le bureau. La chambre à coucher. Salle de bain et douche. Toujours notre wagon impérial. Là.
des appareils respiratoires pour pompiers là. Il y en a un qui date de 1840. Nous avons une pompe à bras foulante de 1747. Place, la place de la cathédrale apparemment de Mulhouse. La cathédrale à ma gauche et au fond l'ancien hôtel de ville. L'hôtel de ville a été construit en 1552 dans le style de la Renaissance rhénane par un architecte bâlois. Il est tout à fait unique en France avec ses façades peintes dans la technique du trompe-l'œil pour certains détails. On la visite à pied et même embarque sur les canaux de la Petite Venise. Ses fontaines, ses cigognes, ses maisons à colombage, ses géraniums au balcon disent tout de son apparence à l'Alsace. Ni les guerres ni le temps ne se lisent sur son visage. Si le patrimoine culturel est inépuisable, les plaisirs de la table le sont tout autant. Excellent point de départ pour découvrir la route des vins. C'est aussi le lieu idéal pour mieux connaître l'Alsace gastronomique. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackies, der hat sein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An nem schönen
blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kai geht's Mackie Messer, der von allem nichts gewusst und das große Feuer in so 7 Kinder und ein Greis in der Menge. Mackie Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß, und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis?
Le retable d'Isenheim est conservé dans la chapelle avec des œuvres de Schongauer et de son entourage, le retable de la Passion en 24 panneaux. Le retable a été exécuté vers 1500-1515 par Grunenwald pour l'église du couvent des Antonites d'Isenheim, ordre spécialisé dans le traitement du mal des ardents ou feu de Saint-Antoine, empoisonnement en siècle ergoté. Il était exposé dans l'église, ouvert de différentes façons selon les jours. Les statues du compartiment central n'étaient visibles qu'à la fête de Saint-Antoine. Wach auf, du verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist, der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft, verschache dein Eheweib, du Wicht. Der Herrgott für dich ist der Luft, er zeigt dir's beim jüngsten Gericht. Anstatt dass Sie zu Hause bleiben und im warmen Bett, brauchen Sie Spaß, grad als ob man Ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mond über Soho, das ist der verdammte, fühlst du mein Herz schlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Anstatt dass Sie was täten, was nen Sinn hat und nen Zweck. Machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Was ist an der Mond über Soho? Wo bleibt dann Ihr verdammter, fühlst du mein Herz schlagen Text? Wo ist dann das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny? Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen. Il est minuit, Dr. Schweitzer. Rien n'a beaucoup changé dans la petite ville où vous êtes né. Elle a toujours son aspect médiéval,
Ses vieilles maisons, les ruines de son château, le très beau rétable de l'église Sainte-Croix, le puits Renaissance avec son inscription rigolote, le pont fortifié, etc. Quoi de neuf? Oh, eh bien, en 1975, le Schlossberg a été le premier vin à bénéficier de l'appellation Grand Cru d'Alsace. Le marché de Noël de Kaisersberg est devenu un des plus célèbres d'Alsace. Et surtout, un centre culturel portant votre nom vous est consacré, tout près de votre maison natale. Le nom de Kaisersberg signifie le mont de l'empereur. Dès l'époque romaine, la cité commandait l'un des plus importants passages entre la Gaule et la vallée du Rhin. Dans les rues de l'église, de l'ancien hôpital et de l'ancienne gendarmerie, des maisons à pans de bois forment un ensemble architectural de premier ordre avec celle de la Grande Rue. Glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktagsrein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja, da muss man kalt und